plus confier les manettes à tous ces pébrons de l'ENA. Beaucoup de goutte au goutte à goutte ou pas démonter tout ça. On obéit à nos valeurs et on bâtit de nos bras. Bonjour messieurs, mesdames. Voilà, alors nous représentons le collectif Saint-Mitre Insoumise, association composée d'une dizaine de Saint-Mitréens. Nos valeurs, bien sûr, sont l'égalité, la liberté et la fraternité, et sans oublier notre devise, la laïcité. Alors, pour que chacun puisse assister au match de foot ce soir, les débats se clôtureront à 20h par un apéritif. Voilà. Alors, nous remercions Ensemble Insoumis pour l'élaboration du tract sur le collège, la mairie de Saint-Mitre pour le prêt de la salle, monsieur le maire de Martigues, Gabi Charroux, pour sa présence notamment et son combat contre le collège privé et ses répercussions. Les représentants des organisations syndicales, nous avons Sud Éducation représenté par monsieur Stéphane Robineau, la FSU représentée par Julie Bodino, CGT Éducation par Sandrine Scognamiglio, la Libre Pensée Henri Huillet, et bon, le maire de Martigues que je viens de noter, et l'association Libre Pensée. Je viens de vous le dire ça. Et bien sûr, les personnes présentes ce soir, malgré un calendrier qui n'est pas idéal, car nous n'avons pu avoir la salle qu'aujourd'hui. Voilà. Allez, on va lever le chewing-gum, comme en classe, pour pouvoir s'exprimer correctement. Donc, avant de laisser la parole aux responsables syndicaux, représentants d'associations et à monsieur le maire de Martigues qui nous font l'honneur d'être présents, je vais peut-être intervenir sur ce qui fait un peu le contexte vraiment saint-mitréen par rapport à ce collège privé. Vous n'êtes pas sans l'ignorer. Madame Alifa, maire de Saint-Mitre, annonce depuis des mois que la commune accueillera à la rentrée 2019 une annexe du collège Sainte-Marie, collège situé actuellement à Gignac, au motif qu'elle répondrait à la demande de Saint-Mitréens. Donc, Saint-Mitréens qui, je dirais, seraient très nombreux à lui faire la demande. Donc, elle semble du coup être prête à tout pour avoir, entre guillemets, son collège, y compris de l'installer sur une zone très peu recommandée pour accueillir un établissement scolaire. Nous y reviendrons, je pense, plus tard dans le débat. Alors, de quelle demande s'agit-il ? Concrètement, c'est quelques dizaines de familles qui scolarisent d'ores et déjà leurs enfants dans le privé. Pour des raisons qui leur appartiennent, hein, c'est tout à fait leur droit. Mais à côté de cette minorité, plusieurs centaines de collégiens fréquentent assidûment le collège public Alphonse Daudet d'Istres, sans qu'ils ressentent l'urgence de se replier, entre guillemets, sur Saint-Mitre. Le collège Daudet a été refait à neuf il y a quelques années. Ses effectifs sont en deçà des capacités d'accueil de l'établissement. Et je dirais qu'il est très bien desservi par les transports publics, transports en plus qui sont gratuits. Et c'est à peu près à toutes les heures que donc, les élèves peuvent se rendre à ce collège en toute sécurité. Donc pourquoi construire dès lors un nouveau collège à Saint-Mitre ? Alors, avec donc les amis du collectif Saint-Mitre Insoumise, ça fait à peu près une quinzaine de jours qu'on essaye de communiquer sur ce débat qui a lieu aujourd'hui. Donc on a distribué un certain nombre de tracts dans les boîtes aux lettres, mais aussi à la sortie des écoles. Alors je vais vous livrer pêle-mêle les réactions des parents d'élèves rencontrés à la sortie des écoles de Saint-Mitre. Donc, sachant bien entendu que ce n'est pas forcément représentatif de la majorité de la population saint-mitraine, mais c'est un ressenti qui est revenu. Alors j'ai noté quelques phrases, quelques remarques qu'on a eues. Par exemple, les classes sont moins chargées dans le privé. Par exemple, il y a plus de voyages scolaires dans le privé. Ou les profs sont moins absents. Voilà, pêle-mêle, je dirais, 3 arguments qui nous ont été avancés pour justifier leur choix d'envoyer leurs enfants dans le privé, et notamment si ce collège venait ouvrir à Saint-Mitre. Alors, je vais essayer de reprendre ces 3 arguments, un par un, et essayer de manière rationnelle de
d'expliquer pourquoi ils ne sont pas complètement vrais. Le premier, par exemple, les classes seraient moins chargées. Bon, là, c'est facile à vérifier. Les effectifs des classes du collège d'Audet, donc du collège public, oscillent entre 20 et 25 élèves par classe, ce qui est peu du fait que le collège, justement, est classé en zone d'éducation prioritaire. Ce qui fait que le collège a davantage de moyens que des collèges traditionnels. Et donc, entre autres, comme privilège, eh bien, le nombre d'élèves par classe est très en deçà de la moyenne académique nationale. Et ça, tous les profs vous diront que c'est un des ingrédients majeurs pour faire passer un enseignement et pour délivrer un enseignement de qualité, d'avoir des effectifs qui ne sont pas trop alourdis. Alors, si on regarde du côté de Sainte-Marie, les effectifs, eux, aussi entre 25 et 30 élèves. Donc ça, c'est vérifiable, hein, ce que je vous dis là. Donc là, concrètement, premier argument, les classes sont moins chargées dans le privé. Là, en l'occurrence, c'est faux. Le deuxième argument, sur le nombre de voyages. Bon, le nombre de voyages, concrètement, ça dépend du bon vouloir des professeurs d'organiser ou pas des voyages scolaires durant l'année. Là, j'avouerai que je n'ai pas vraiment de réponse et je n'ai pas fait de comparaison entre Daudet et Sainte-Marie pour savoir où il y avait le plus de voyages scolaires. Le troisième argument, alors lui, il est intéressant, donc c'est l'argument qui consiste à dire les profs sont moins absents dans le privé que dans le public. Alors, c'est difficile de manière rationnelle, scientifique, de répondre à cette affirmation. Il faudrait des études un petit peu plus poussées. Mais je dirais qu'il y a deux éléments qui peuvent quand même donner une idée et peut-être vous montrer que ce n'est pas tout à fait vrai. Alors, le premier, c'est que lorsqu'un professeur est absent dans le public, généralement, pas toujours, mais généralement, il est remplacé par ce qu'on appelle un TZR, titulaire sur zone de remplacement. Donc, c'est un titulaire du CAPES, qui a donc niveau Bac plus 5, qui est titulaire et qui a choisi de travailler sur une zone de remplacement qui couvre un bassin de plusieurs villes en général, et donc il se montre disponible dès qu'un professeur est absent. Dans le privé, lorsqu'un professeur est absent, c'est un contractuel qui le remplace. Un contractuel, il suffit d'un Bac plus 3 pour être contractuel et d'aucun diplôme de l'éducation nationale. Donc, est-ce qu'ils sont moins absents ? Je ne sais pas, mais je sais que lorsqu'ils sont absents, en tous les cas, les remplaçants, a priori, sont de meilleure qualité, en mettant les guillemets qui conviennent, bien sûr, dans le public que dans le privé. Autre élément, alors celui-là tiré de, je dirais, mon expérience personnelle et professionnelle, puisque je suis professeur au lycée Jean Lursa de Martigues. L'année dernière, j'étais membre du jury des bacs technologiques. Donc, ce bac technologique, donc, c'est une épreuve que les élèves passent en première. Et donc, je devais évaluer, entre autres, des élèves venant du lycée Saint-Louis. Donc, Saint-Louis, c'est le prolongement de Sainte-Marie. Vous avez le collège de Sainte-Marie et vous avez ensuite Saint-Louis, qui est la continuité logique dans cet établissement catholique et privé. On était donc au moment des consultations, on préparait un petit peu les sujets, les évaluations, les examens. Et puis tout à coup, le proviseur a déboulé, assez affolé. Donc ça se passait au lycée Jean Monnet. Je vous donne toutes les informations, comme ça au moins il n'y a pas de... Je dirais, il n'y a pas de flou ni de zone d'ombre. C'était le centre d'examen donc pour les STI 2D du bassin. Donc il est venu nous annoncer, tout à affolé, que à cause d'une absence d'environ un trimestre d'un professeur d'histoire-géographie au lycée donc Saint-Louis, eh bien, il espérait de nous toute notre indulgence et qu'on ne les évalue pas en gros sur les chapitres X, Y, Z qu'il n'avait pas fait faute de prof. Donc, c'est un exemple, on peut dire c'est isolé, mais c'est du vécu. Et je dirais que dans le public, lorsqu'un prof d'histoire-géo est absent, alors certes, il n'est pas remplacé sur le champ parce qu'on a aussi des problèmes de remplacement, il faut attendre au minimum 15 jours d'absence. Je ne dis pas que c'est la panacée, il y a beaucoup de problèmes, mais un absent d'histoire-géo, un professeur d'histoire-géo absent un trimestre entier dans le public, dans un lycée public, vous ne verrez jamais. Là, a priori, ça s'est passé. Voilà. Donc, l'argument, les profs sont moins absents, voilà, là on peut, je dirais, émettre les plus grands doutes. Alors, bon, cette anecdote, elle montre que bon, les arguments peuvent être, on va dire, même s'ils sont toujours critiquables, mais on peut les entendre, puisqu'on pourrait dire qu'il y a une nature pédagogique derrière ce souci. Il faut savoir que lorsqu'on a donc échangé avec certains parents d'élèves de Saint-Mitre,
certains ont eu des arguments peu moins entendables, un peu moins avouables, et pourtant ils nous l'ont avoué. Hein. Alors, je vous les livre à l'état brut. Hein. Alors, je ne veux pas que mon enfant soit avec les racailles du Pré-Paou. Voilà un argument. Je pense, c'était, comme on dit, ce que pensent tout bas beaucoup de parents, mais qu'un, enfin, a osé dire. Alors, je vais encore parler un petit peu de moi, désolé. Ça fait 10 ans que je suis à Saint-Mitre. Mes enfants sont scolarisés à Saint-Mitre. Et je dirais, depuis quasiment que je suis là, j'entends des vertes et des pas mûres sur la réputation du collège d'Audet. Le collège d'Audet qui serait un repère de dealers pour certains, qui serait un endroit où les enfants de Saint-Mitre se feraient racketter pour d'autres. J'ai même entendu, mettons les pieds dans le plat, hein, à Daudet il n'y a que des Arabes. Donc ça a le mérite d'être clair. Je ne commenterai pas bien sûr de tels propos, je dirais simplement qu'ils sont le fruit d'idées reçues, de rumeurs, qui sont la plupart du temps véhiculées par des parents dont les enfants ne sont pas scolarisés à Daudet. C'est ça qui est intéressant, c'est que tous ces parents-là, je dirais ceux que je connais du moins, n'ont pas leurs enfants scolarisés à Daudet. Et lorsque c'est le cas, comme c'est mon cas personnel, hein, j'ai mon fils aîné donc, qui est scolarisé depuis 3 ans au collège de Daudet, eh bien, j'ai rien à redire de particulier au collège d'Audet. Certes, c'est pas parfait. Hein, l'éducation nationale, je suis dedans, je peux vous dire qu'elle n'a pas les moyens qu'elle devrait pour avoir, je dirais, des ambitions à la hauteur de notre République. Mais depuis 3 ans qu'il est à Daudet, tout se passe bien. Là, cette année, par exemple, il a eu les félicitations. Et le seul élève de sa classe qui est passé en conseil de discipline cette année, en 4e donc, et qui s'est fait exclure définitivement, était originaire de Saint-Mitre. Voilà. Bon, donc j'en terminerai là-dessus. Donc je vais passer la parole à Monsieur Charoux. Donc l'idée du débat, vous l'avez compris, dans un premier temps on intervient et ensuite on vous laisse la parole pour que vous interveniez à votre tour. Donc Monsieur Charoux, maire de Martigues. Merci bien. En t'entendant, Philippe, je me disais que dans toute cette histoire, le procès en idéologie qu'on a fait au maire de Martigues que je suis, en réalité, ceux qui le font et ceux qui parlent d'idéologie, ce sont ceux qui sont pour le collège privé, qui disent que, tu l'as dit, hein, je ne reviens pas, la fréquentation, les racailles, les ci, les là, etc. L'éducation nationale, service public, laïque, évidemment, à toutes les tares possibles et imaginables. Les enseignants dévoués et qui, généralement, sont des gens progressistes, ont évidemment tous les éléments de critique qu'on peut trouver. Voilà. Ceux qui sont dans l'idéologie, ce sont les partisans de ce collège privé, de manière générale. D'autres que moi seront capables de dire mieux ce qu'il en est, mais voilà, ça je voulais le dire parce que c'est un peu, moi, un cri du cœur pour l'instant à ce propos que je veux dire. Moi, ma seule idéologie dans le domaine de l'éducation nationale, c'est l'école de la République, publique donc, et laïque. Voilà, ça c'est mon credo, et ça c'est mon engagement aussi. Et si on veut me traiter d'intégriste, eh ben je suis un intégriste de l'école publique, laïque et républicaine. Ça oui, on peut le dire vraiment. Bon, alors après cette affaire-là, je veux venir sur ce qui doit être dit et uniquement de ma place. Je ne m'interdis pas d'avoir des positions, évidemment, de les défendre, de les exprimer, mais ce n'est pas du tout ce sujet-là qui est aujourd'hui dans ma réflexion et dans mon action. Le vrai sujet, il est celui de la volonté d'une collectivité, à savoir la ville de Saint-Mitre-les-Remparts. Pardon, sa maire, mais bon, je vais caricaturer peut-être un peu, mais et amalgamer, et d'une part, et d'une autre collectivité qui s'appelle la métropole, dont le président, M. Jean-Claude Gaudin, soutient, défend et tout ce que vous voulez, supporte son ami, la maire de Saint-Mitre,
dans ses intentions. La création, si je reste objectif et sur des données concrètes liées à la scolarisation des enfants, d'une part, et d'autre part, au lieu d'implantation d'un collège éventuel. Je dois dire la chose suivante. Sur le lieu d'implantation, aujourd'hui, les enfants de Saint-Mitre sont scolarisés, sont sectorisés pour une scolarisation sur un collège d'Istres. Donc, c'est Daudet. Je ne savais pas exactement, mais c'est Daudet. Voilà. Tous les enfants de Saint-Mitre sont susceptibles d'aller dans cette école. Sauf que, peut-être, comme il y en a aussi à Martigues, certains enfants sont scolarisés selon le choix de leur famille à l'école de Gignac, privée. Mais jusque-là, ma foi, c'est la liberté des uns et des autres, ça. Si j'ai envie de mettre mon enfant ailleurs que dans l'école publique, parce que pour une raison quelconque, ça me gêne, j'ai le choix de me mettre dans le privé, de payer, de subir aussi les conséquences, parce qu'il se trouve que, de par mon métier, j'ai suivi un peu de l'intérieur les enfants de cet établissement. Et quand partout, dans les autres collèges publics, étaient mises en place des procédures d'orientation, de passage de classe, etc., ce collège-là s'en dispensait complètement. Quand il était le moment de présenter les enfants au baccalauréat, eh bien, on tentait le trimestre précédent ou à la fin de l'année d'avant de se débarrasser de ceux dont on sentait qu'ils n'auraient jamais leur baccalauréat pour améliorer les pourcentages de réussite là. Voilà. Donc, et les parents, de temps en temps, finissent par s'en mordre les doigts parce que ce sont leurs enfants qu'on fout dehors dans ces établissements, même s'ils payent tous les mois. Je referme cette parenthèse qui n'est pas polémique, qui est objective. C'est comme ça que ça se passe dans les établissements privés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le contrôle des parents, ni de l'éducation nationale, tout simplement, ni des enseignants. C'est la direction qui décide. Voilà, je referme cette parenthèse. On veut mettre son enfant dans une école privée, on en a le droit et on en subit les conséquences, c'est leur problème. Pas de souci. Jusque-là, il y a un équilibre de la carte scolaire dans les établissements. À Martigues, par exemple, il y a 4 collèges. À Istres, je crois, peut-être 4 également. Voilà, il y a un équilibre, il y a un nombre d'enfants qui permettent de faire vivre les classes de ces collèges. Voilà, ça fonctionne normalement. Si on crée une structure supplémentaire, on va provoquer le déséquilibre dans les établissements publics relevant de l'éducation nationale. Première difficulté. Lorsqu'on sait qu'à Martigues, ville de 50 000 habitants, qui, lorsqu'elle n'en avait que 40 000 d'habitants, avait 5 collèges, et qui, depuis 10 ans, et maintenant qu'elle en a 50 000, n'a plus que 4 collèges. Je vous laisse apprécier. Je passe. Néanmoins, il y a un collège qui a été sur la sellette. Et moi, je ne pouvais pas rester les bras croisés. C'est le collège d'Aumiers, dont il était prévu par le conseil départemental, parce que tout ça est en cohérence. Hein. Monsieur Gaudin, madame la présidente du conseil départemental, madame le maire de Saint-Mitre, ne croyez pas que ces gens-là ne se parlent pas. Hein. Et ils agissent de manière concertée. Voilà. Donc, le collège d'Aumiers, comme le collège Pagnol de Martigues, devait être en reconstruction. Et puis, dans le plan Charlemagne, on voit disparaître le collège d'Aumiers, avec une menace de fermeture. Alors que l'architecte était choisi pour le projet. Plus exactement, 4 architectes, à l'issue d'un concours, 4 architectes sur une quinzaine de candidats avaient été retenus et on allait donc choisir le projet. Marche arrière toute, pas de reconstruction du collège d'Aumiers. Alors évidemment, tout le monde monte au créneau, les enseignants, les parents, le maire, la principale du collège, bref. Rétablissement, et on nous dit non, mais c'est pas ça, mais on va faire des travaux quand même, pas question de supprimer, et pour cause. La ville de Martigues est celle qui aura, dans les 5 années à venir, le plus grand développement en termes de nouveaux élèves de collège. Voilà, je referme cette parenthèse. Là encore, des éléments objectifs, uniquement objectifs. Donc, pendant le temps où on menace de fermer le collège d'Aumiers, on propose d'ouvrir un collège privé ici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire si ce n'est pas favoriser clairement l'enseignement privé? Je referme la parenthèse, et en tout cas, ce qui est desservir les enfants de Martigues. Parce que n'accepte pas, je ne peux pas accepter que les enfants de Martigues servent de
supplétifs pour remplir des collèges de communes voisines, quelles que soient ces villes. Il y a 10 ans, quand on a fermé Picasso, nos enfants ont permis de créer le collège de Saucé, les enfants de La Couronne, Carreau, Saint-Julien. Ils ont servi de force d'appoint pour créer le collège de Saucé. Demain, si on fermait le collège d'Aumiers, nos enfants serviraient de force d'appoint pour remplir les collèges de Port-Debout. Alors, de Port-Debout, moi je ne suis pas d'accord toujours que les enfants de ma ville ne trouvent pas réponse de services publics laïques dans leur ville, alors on me trouvera contre ces positions, comme on a trouvé à l'époque Paul Lombard et moi-même aussi avec tous les autres élus, contre la création, non pas du collège de Saucé, mais contre le transfert d'enfants de Martigues à Saucé. Demain, je ne suis pas d'accord pour que des enfants de Martigues aillent être scolarisés dans un collège de Port-Debout, par exemple. Donc je l'ai dit, il semble qu'on ait reculé un peu là-dessus. Mais tout ceci venait en même temps que cette intention de créer un collège ici, qui aurait déstabilisé, à n'en pas douter, les collèges de Martigues. Voilà ce qui m'a opposé sur le plan de la scolarité des enfants de ma ville. Et rien que ça. Il n'y a pas d'idéologie là-dedans. Il y a simplement un acharnement à défendre les services publics et à avoir dans les services publics de l'éducation nationale des collèges publics, républicains, laïques. Voilà, tout simplement, dans ma ville. Ça, c'est le premier point qui m'a opposé. Vous voyez que jusque-là, moi, je ne parle pas de privé, pas privé, etc. Ce n'est pas mon problème. Si la maire de Saint-Mitre elle a envie de construire, eh ben, elle fait son chemin, mais elle voit un peu les conséquences de cette affaire-là. Mais le deuxième gros souci, c'est que ensuite, la ville de Saint-Mitre, si elle décide de créer quelque chose, un établissement quel qu'il soit, et donc une école privée, allez, ok, qu'elle le fasse sur un terrain municipal, ben, le maire de Martigues, il fermera sa gueule, et une fois qu'il aura dit qu'il veut que les enfants de Martigues soient scolarisés à Martigues, après, s'il y a un collège à côté, ben, c'est son problème, hein, elle le met où elle veut, sur un terrain qui lui appartient, qui appartient à la ville de Saint-Mitre. Le problème en question, c'est que ce terrain, il n'appartient pas à la ville de Saint-Mitre. Le terrain, il appartient à la Sémivim, dont je rappellerai juste un instant pour ceux qui ne le sauraient pas, que le président de la Sémivim, c'est le maire de Martigues, et que les actions de la Sémivim, à 85%, elles sont propriété de la ville de Martigues. Le terrain en question, le fameux lot 42 de la ZAC des étangs, avec des lots 1, 2, 3, 4 du parc des étangs, bon, il y a deux parties, ils sont propriété de la Sémivim. Et on ne peut pas construire sur un terrain qui n'appartient pas à la commune, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Alors, c'est plus compliqué que je ne le dis là. Mais ça, c'est l'objectivité. Moi, je veux être dans l'objectivité uniquement. Voilà. Ce terrain, il appartient à la Sémivim, qui a reçu, alors, de la CAPEM, parce que, petit point d'histoire quand même, hein, parce que de temps en temps, il faut se souvenir un peu de l'endroit d'où on vient quand même. Hein. Et d'où nous venons sur la ZAC de Saint-Mitre-les-Remparts? Eh bien, on vient de Martigues, hein, mes amis, quand même. Hein, parce que ceux qui l'ont créé, la ZAC de Saint-Mitre-les-Remparts, eh bien, ce sont les moyens, les hommes et les femmes et les structures de la ville de Martigues, au travers de la Sémivim, okay, qui ensuite est devenue la CAPEM, je fais vite, et maintenant la métropole. Donc, la Sémivim possédait une convention de gestion de la ZAC de Saint-Mitre. Voilà. Autrement dit, ça voulait dire quoi? Ça veut dire que les terrains qui lui étaient confiés, elle les aménageait, elle trouvait des commerçants ou artisans pour venir s'y installer, et ensuite, elle montait un dossier, la ville de Saint-Mitre donnait le permis de construire, et l'entreprise s'installait. Et voilà, et tout ceci était en équilibre. Sauf que cette convention de gestion avec la métropole, maintenant, elle va s'achever, elle s'achève, comme par hasard, le 30 juin 2018, dans quelques jours, donc, et qu'à partir du 1er juillet, la Sémivim n'aura plus de compétences en matière d'aménagement de la ZAC de Saint-Mitre. Désormais, c'est très compliqué, désormais, ceux qui auront la compétence, c'est la métropole, mais qui l'a déléguée depuis un certain nombre de mois. Excusez, hein, si c'est compliqué, après vous questionnez, j'essaie d'être plus clair.
qu'il a confié depuis quelque temps au Conseil de territoire. Et le Conseil de territoire, c'est le maire de Marty qui en est le président. La boucle est bouclée, mais très complexe en même temps. Mais les terrains en question, si la Semivim n'en a plus la compétence en matière d'aménagement et de gestion au 30 juin, elle en reste propriétaire quand même. Voilà. Donc si la métropole et Madame la maire de Saint-Mitre veulent construire absolument sur ces terrains appartenant à la Semivim, eh bien il faudra qu'elle les achète. Et ça coûte, on l'a chiffré, entre 1,2 million et 1,5 million €. Voilà ce que devra sortir la ville. Alors, ce n'est pas la ville de Saint-Mitre qui va les sortir. C'est honteux. Ça, c'est un autre sujet. Comment une collectivité publique va acheter un terrain à la Semivim pour y installer un établissement privé? Pardon, mais s'il y a des gens qui voudront, qui à ce moment-là souhaiteront réagir, eh ben, ils auront le droit de le faire quand même. Voilà. Mais moi, je vous donne les faits objectifs. Aujourd'hui, ce terrain, alors je vous passe le caractère inapproprié du site qui a été retenu, à savoir le risque inondation quand même, parce que ce terrain il est soumis à un risque d'inondation, risque incendie également, sans compter des considérations un peu moindres de circulation et de voirie plus ou moins adaptées. Voilà, ça fait beaucoup quand même, ça fait énormément, surtout dans la précipitation. Et pour vouloir ouvrir cet établissement à la rentrée 2019, donc pas en septembre prochain, mais septembre d'après. Voilà, c'est aller à une allure que jamais nulle part on a réussi à tenir. Voilà, moi je vois avec quelles difficultés on réalise des projets. Je ne vois pas comment en un an on peut réaliser ce projet-là. Mais bon, voilà. Et en tout cas, vous avez ainsi l'effet objectif sur la scolarité et sur la propriété des terrains. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et indépendamment de la question qui peut nous opposer, mais qui est autre, je le dis, qui est autre, peut-être elle est en toile de fond, elle est même essentielle, mais qui est autre que le débat dont on veut, que l'on veut poser en termes de polémique. Moi, je n'ai pas de polémique, j'ai que de l'objectivité, et en particulier sur le terrain en question. Voilà, pour l'instant. Merci Gabi pour ton intervention. Je vais passer maintenant la parole donc à Henri Huille pour la libre pensée. Merci beaucoup. Alors de temps en temps je vais être debout, de temps en temps assis, n'y voyez aucune intention, j'ai une vieille sciatique qui crée des problèmes. Alors déjà rapidement et par courtoisie, qu'est-ce que c'est que la libre pensée? Parce que tout le monde n'est pas obligé de le savoir. J'irai très très vite, c'est la plus vieille association constituée en France et encore existante, elle date de 1847. 1848, selon comment on veut dater. Et nous nous inscrivons dans la tradition, je vais donner quelques noms pour gagner du temps, de Victor Schœlcher, qui a fait voter au moment de la Révolution de 1848 l'abolition de l'esclavage, qui avait été abolie par la Convention robespierriste et qui avait été rétablie par ce grand homme qui est Napoléon Bonaparte, que je déteste parmi tous. Victor Hugo, que je ne présente pas. Jean Jaurès, que je ne présente pas non plus. Marcellin Berthelot, qui était prix Nobel de chimie, et Jean Rostand, plus près de nous, dans les années 70, qui a été prix Nobel de biologie. Je me souviens jeune d'avoir vu Jean Rostand dans des émissions à la télévision. J'ai gardé pour la fin, mais pour la mettre en exergue, Louise Michel, héroïne de la Commune, qui était libre penseuse. Voilà, c'est pour vous dire un peu la confluence de ces... Nous nous considérons comme les héritiers des Lumières. Et la libre pensée aujourd'hui est en plein renouveau, puisque pendant très longtemps, notamment les années d'après-guerre, on a vécu, mais est-ce qu'on était les seuls, avec cette idée fausse entre toutes, mais on a vécu avec ça. Vous savez ce que nous disaient nos grands-parents ou nos parents, on n'arrête pas le progrès. Et ce qui est acquis est acquis. On n'y reviendra pas sur la laïcité de la République, on ne reviendra pas sur le code du travail, on ne reviendra pas sur les congés payés, on ne reviendra pas sur le salaire minimum. Aujourd'hui, qui de nous oserait dire à ses enfants ou à ses petits-enfants cette chose-là? Voilà, donc c'est une très très rapide présentation que je voulais faire.
Et deuxièmement, répondre à une question, d'abord et avant tout, qu'est-ce que c'est que la laïcité? Parce qu'on parle d'école privée, d'école publique. L'école publique, c'est l'école laïque. On ne peut pas faire de distinguo, de séparation entre école publique et école laïque. Qu'est-ce que c'est la laïcité? La laïcité, c'est une chose simple. Ce n'est pas un état d'esprit, ce n'est pas une opinion, c'est même pas une option philosophique, c'est une réalité juridique. C'est la séparation des cultes et de l'État. Il y a eu dans l'histoire, je ne vais pas y revenir, 3 tentatives. Celle de la Convention, qui a été liquidée par le Concordat de Napoléon Bonaparte, et qui est toujours en vigueur, vous savez, en Alsace-Moselle. Deuxièmement, il y a eu la séparation votée par la Commune de Paris. En 72 jours, ça fait partie des mesures de la Commune. Cette séparation a été noyée dans le sang par M. Thiers et la semaine sanglante. La 3e séparation, c'est celle de la majorité républicaine de 1905. C'est la loi de séparation du 9 décembre 1905 qui est toujours en vigueur aujourd'hui. Cette loi dit clairement, et elle a valeur constitutionnelle. Les juristes disent qu'elle fait partie du bloc constitutionnel. Cette loi, toujours en vigueur, dit ceci: la République assure la liberté de conscience, elle garantit la liberté de culte. Vous voyez que ce n'est pas une persécution contre les religieux ou contre les religions, c'est une séparation. Et l'État ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. Vous allez me dire, les lois sont faites pour être contournées, on est en plein dans le sujet. Mais c'est très important parce que ça veut dire qu'avant, il y avait des citoyens de première classe, les catholiques, et des citoyens de seconde et de troisième et de quatrième classe, les autres. Et aujourd'hui, on a souvent coutume de nous parler des racines judéo-chrétiennes de la France. Je trouve gonflé, parce qu'ils ont quand même passé 15 siècles, les seconds à persécuter les premiers. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Et donc la réalité du principe républicain, ce n'est pas la persécution, c'est la séparation. C'est-à-dire, vous êtes catholique, vous avez le droit. Vous êtes juif, vous avez le droit. Vous êtes musulman, vous avez le droit. Vous êtes protestant, vous avez le droit. Vous êtes athée, vous avez le droit également. Bref, l'État ne s'occupe pas de ça. Ça a été une loi formidable, la loi de 1905. C'est une loi qui n'a rien interdit. Vous cherchez, lisez, il n'y a rien d'interdit dedans. Juste, elle établit cette chose-là. Le rôle de l'État, ce n'est pas de s'occuper de religion. Le rôle des religions, ce n'est pas de s'occuper des affaires de l'État. L'État, le gouvernement, doit s'occuper de faire des routes, des ponts, des lycées, des écoles, des bibliothèques, des piscines, des stades, enfin tout ce qu'il faut pour que la société vive avec des citoyens qui ont accès aux services publics. L'État n'est pas là pour être le gendarme de la conscience des citoyens. Les citoyens sont libres de leurs convictions religieuses ou pas. C'est-à-dire, c'est ça la séparation. Et vous voyez, il n'y a pas là-dedans une once de persécution. Il n'y en a pas une once. Et donc, aujourd'hui, vous l'avez noté, on nous parle de réparation. Juste une lettre. Séparation, réparation. Le président de la République nous a dit il faut réparer le lien abîmé. Ou ça ne veut rien dire, mais en général, il ne parle pas pour rien dire, comme vous savez. Ou ça veut dire ceci, il faut remettre de la religion dans l'État. Et d'ailleurs, certains pourraient penser aussi remettre de l'État dans la religion, ce qui est une forme de mise sous tutelle. C'est une forme, en tout cas, d'interpénétration des autorités religieuses, politiques, administratives, etc. Et ça, c'est d'une gravité extrême, parce que être citoyen français, ça ne se définit pas par une origine, ça ne se définit pas par une appartenance religieuse, encore moins par celle de son grand-père ou de sa grand-mère. Alors, ces choses étant posées, la question du financement des écoles privées, c'est quelque chose qui procède de la loi dite loi Debré, qui a été votée en 1959, tout de suite après le coup d'État, il ne faut pas dire les choses, le coup d'État militaire de 1958 en Algérie, qui a permis au général de Gaulle de prendre le pouvoir, d'adopter la constitution de la Ve République, sur laquelle je ne vais pas m'étendre, sur laquelle il y a beaucoup à dire. Et leur deuxième acte, le plus urgent, ça a été la loi Debré. Et aujourd'hui, donc, qui permet, en contournant la loi de 1905, de financer l'enseignement privé, confessionnel. En gros, dans le primaire, 40%,
dans le secondaire, dans les collèges, un chiffre de 43 ou 44%, et dans les lycées, à hauteur de 45% du budget. Et très souvent, nos concitoyens, aujourd'hui, vivent dans cette idée fausse, tout le monde a des idées fausses, vivent dans cette idée fausse que finalement, les écoles privées, maintenant, c'est plus religieux comme avant. Il n'y a plus des curés en soutane dans les couloirs, encore qu'il faut voir selon les écoles, encore qu'il faut voir selon les établissements, mais c'est plus comme avant. Et ça, c'est peut-être la chose, l'illusion la pire, la plus mortelle, parce qu'elle contient en décalque la chose suivante. C'est le modèle américain. L'école publique, c'est pour les pauvres. Parce que l'école privée, c'est comme l'école publique, mais en mieux. Et donc, si on peut payer un petit quelque chose, en plus, et vous savez, ça renvoie à cette chose, quand dans le temps, ma génération, y compris, j'allais dire nos anciens, ma génération, on disait salaire minimum, ça voulait dire qu'on ne pouvait pas être payé moins. Là, maintenant, quand on vous dit salaire minimum, c'est ce qu'on va donner, les minima sociaux, c'est ce qu'on va donner pour les pauvres. Ceux qui veulent plus, eh bien, ils payent plus. Vous voyez cette notion? Et ça, c'est quelque chose de terrible. Parce qu'au bout de ça, ça veut dire que nos gosses, en ce moment, il y a la Coupe du Monde de football, ils ne vont plus jouer au foot ensemble dans la cour de récréation. Parce qu'au bout du bout, il y a une école pour les pauvres et une école pour les riches. Pourquoi voulez-vous que si on ne va pas à l'école ensemble, pourquoi voulez-vous qu'on vive ensemble? On n'arrête pas de nous rebattre les oreilles avec le vivre ensemble. Mais si nos petits ne vont pas à l'école ensemble, pourquoi voulez-vous qu'ils vivent ensemble? Au bout du bout, c'est une organisation communautariste, parce qu'on sait bien que derrière les questions financières, les témoignages qui ont été donnés tout à l'heure, on sait très bien que derrière même la question religieuse, c'est la question, je ne veux pas employer des gros mots, je vais dire c'est la question ethnique qui va être posée au bout du bout. Ça veut dire que à l'horizon de la génération de nos enfants ou de nos petits-enfants, on va se payer une nouvelle ex-Yougoslavie dans ce pays? Est-ce que c'est vers ça qu'on veut aller? Voilà. Je pense que de temps en temps, c'est bien de redonner un peu de la profondeur à la réflexion des militants. Ils ont une réflexion. C'est bien d'apporter quelques contributions. Et la contribution que je voulais apporter, c'est quelques éléments de preuve. Vous savez, il y a longtemps que je suis convaincu qu'on ne peut convaincre personne. Je ne veux pas vous convaincre. Par contre, je peux apporter des éléments de réflexion. Et puis après, chacun avec sa tête réfléchit et sera d'accord avec moi, ou en partie, ou pas du tout. Ça, c'est la vie. Hein. Ça, on n'y peut rien. Donc, voici les quelques éléments que je veux donner. C'est des citations. Je suis désolé, je vais lire. J'espère que je ne vais pas lire trop longtemps et que ça ne va pas vous fatiguer. Mais j'ai de saines lectures. C'est le statut des écoles confessionnelles. On dit on va construire un lycée privé confessionnel à Saint-Mitre. Quel va être le statut de cet établissement? Un collège, pardon. Quel va être le statut de cet établissement? Je vous lis. C'est un document récent, hein, ça ne date pas de Mathusalem. Hein. C'est un document récent, c'est celui qui régit actuellement les établissements privés confessionnels catholiques, pour dire les choses. Et c'est le résultat d'une empoignade, parce que certains directeurs d'OGEC, c'est-à-dire les offices de gestion de l'enseignement confessionnel, aux yeux des évêques, avaient entamé une dérive vers le truc, vous savez, style boîte à bachot, pognon rentable et tout. Non pas, comme vous savez, que les évêques crachent sur l'argent, puisqu'il faut rendre à Jules ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. L'argent, ça appartient à Jules, donc il faut le donner à César. Et c'est les évêques qui ont gagné. Ils ont dit il faut garder le caractère propre de l'enseignement confessionnel. Parce qu'on va vous raconter partout, mais non, mais c'est plus vraiment religieux. C'est juste les enfants, ils sont mieux surveillés. Voilà, vous connaissez tout ça. Hein. Donc je vous lis, article 8. Aujourd'hui comme hier, l'Église catholique est engagée dans le service de l'éducation. Elle accomplit ainsi la mission qu'elle a reçue du Christ. Pas des parents d'élèves, hein, du Christ. Travailler à faire connaître la bonne nouvelle du salut, majuscule à bonne, à nouvelle et à salut. On ne parle pas d'autre chose que de ça. Article 17. Le caractère ecclésial de l'école est inscrit au cœur même de son identité d'institution scolaire. Cette particularité pénètre et façonne chaque instant de son action éducative, partie fondamentale de son identité, même et point focal de sa mission. C'est-à-dire, ce n'est pas un détail, c'est sa mission première, centrale. Article 23.
L'Évangile est la référence constante des projets éducatifs. Attention, vous voyez, ça ne veut pas dire que les enseignants sont obligés de faire catéchisme. Selon les établissements, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ça dépend des établissements, ça dépend de la congrégation, ça dépend de l'évêque, en définitive. Mais écoutez bien cette phrase. La référence commune des projets éducatifs. Ça veut dire que selon le texte que vous choisissez en français, selon l'auteur que vous choisissez en philo, selon la façon dont vous faites un cours d'histoire, vous avez un projet éducatif ou un autre projet éducatif. Là, le leur, c'est dit, c'est la référence constante, c'est le Christ qui est le fondement du projet éducatif de l'école catholique. Ce n'est pas un affreux libre-penseur mécréant qui le dit. Je vous lis le statut, c'est-à-dire le document juridique qui fonde leur activité. Écrit par eux. Article 41. Une école au service du projet de Dieu. L'Église poursuit l'œuvre du Seigneur par l'annonce de la bonne nouvelle qui est Jésus-Christ lui-même, etc. La préoccupation éducative qu'elle porte et avec elle le souci de la proposition et de l'annonce de la foi, la proposition et l'annonce de la foi, et celle de l'ensemble de la communauté ecclésiale dans laquelle elle trouve force et soutien. Article 27. Pour que l'Église catholique soit une institution ecclésiale, il est nécessaire que l'autorité légitime dans l'Église catholique confie à certaines personnes une mission spécifique au service de tous. Dans l'Église locale diocésaine, l'évêque institue chaque école catholique par la médiation d'une autorité de tutelle. C'est pas, vous voyez, simplement, c'est comme dans le public, mais comme c'est privé, c'est plus cher, c'est mieux. C'est un autre univers que l'école laïque. Article 28, bon, je vous le dis, comme pasteur de son peuple, l'évêque est le promoteur et le gardien des écoles catholiques dans la portion de l'Église qui lui est confiée, c'est-à-dire le diocèse qui est un territoire. Article 32, une école catholique se constitue autour d'un chef d'établissement qui reçoit mission de l'Église. Le chef d'établissement reçoit mission de l'Église. Ce n'est pas un affreux libre-penseur mécréant qui le dit, c'est leur texte statutaire. C'est ce qui les régit. C'est la loi qui les gouverne. Je poursuis. Article 120. Tout établissement catholique d'enseignement se dote d'un conseil d'établissement consultatif. Il est présidé par le chef d'établissement. La tutelle, soit l'évêque, soit la congrégation religieuse, par exemple les frères de Saint-Vincent-de-Paul, par exemple, c'est une congrégation, y est présent de droit. Présent ou représenté de droit dans le conseil d'établissement. Je poursuis. Article 153, et j'arrête là. Le caractère institutionnel d'une école catholique procède de la mission confiée à une personne. La nomination d'un chef d'établissement est un envoi en mission. Il est missionnaire. Qui confie un établissement à une personne choisie. Le choix, la nomination et l'envoi relèvent de l'autorité de tutelle avec l'accord de l'évêque. Voilà, je voulais apporter cet éclairage, et donc vous voyez, je pense qu'on peut voir qu'on n'est pas dans ce qui serait déjà détestable. Hein. Une école pour les pauvres, une école pour les riches, déjà ça serait détestable. Mais c'est même pas ça. C'est cette école, il peut y avoir des pauvres, il peut y avoir des riches, c'est pas un problème. Du moment que c'est une école, institution d'église. Et moi, alors ça après, là je m'écarte de... Je ne cite plus, je donne mon opinion. Pour moi, c'est un élément de ségrégation particulier, et c'est cette chose qui est quand même extraordinaire, époustouflante quand on y réfléchit, que c'est de l'argent public qui finance la concurrence de l'école publique contre l'école publique sur un projet qui est tout ce que vous voulez, sauf public, qui est un projet particulier, qui est un projet, comment dire, allez, si je me laissais aller, je dirais sectaire, mais je ne me laisse pas aller, donc je ne l'ai pas dit. Et donc, voilà cette chose-là. Et à mon sens, le fait, encore que ne vous y trompez pas, la soutane revient à la mode. Hein.
vous avez peut-être pu remarquer dans certaines communes que de plus en plus il y a des prêtres qui partent à la retraite et les nouveaux qui arrivent sont en soutane. Moi j'ai un exemple humoristique, je vais conclure là-dessus parce que faut rigoler 2 minutes, bien que ce soit des sujets tragiques. Vous savez certainement que le curé d'Arles avait vendu les objets du culte pour s'acheter des costards. Je vous jure que c'est vrai. Hein. C'était dans la Provence. Donc, vous voyez, ce n'est pas un journal de libre penseur, ça c'est sûr. Et le maire d'Arles a porté, Hervé Schiavetti, a porté plainte contre ce curé parce que les objets du culte ne lui appartenaient pas à lui. Il y en a un certain nombre qui étaient classés au patrimoine et ça appartenait à la mairie. Et d'ailleurs, les copains libres-penseurs d'Arles, ils l'appelaient depuis longtemps, ils l'appelaient Monseigneur Prada, le curé du coin. Mais ils ne croyaient pas si bien dire, parce qu'il n'y a pas que le diable qui s'habille en Prada, voyez-vous. Voilà. Et donc, je referme cette parenthèse, bon, ça me fait rigoler. Mais on est dans cette problématique-là, qui fait qu'il ne faut absolument pas mépriser les considérations de politique, de démographie, de souveraineté des communes, parce qu'il y a quand même cet aspect derrière tout ça. Ce sont des choses très très importantes. Mais je pense qu'il est important de pouvoir mettre sous le nez des gens les arguments que je vous ai donnés, qui ne proviennent pas de moi, hein. Je vous ai cité, qui proviennent de l'Église catholique elle-même, et c'est le statut sous lequel travaillent ces établissements privés confessionnels. Voilà. Avant de vous remercier de votre attention, je voulais remercier les amis du collectif de la France Insoumise de nous avoir invités, parce qu'on est quand même d'affreux mécréants, et je me permets de saluer, ça fait un peu flagorneur, mais tant pis, je ne suis pas électeur à Martigues, je me permets de saluer le courage militant de M. Charroux, le maire de Martigues, parce que je pense que ça devrait servir d'exemple à beaucoup de nos élus. Je vous remercie de votre attention. Donc si... par rapport aux interventions qui ont été faites, certains d'entre vous veulent intervenir, je vous en prie. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, bien sûr. Voilà, moi ce que je voulais vous dire, d'abord, je suis Frédéric Beaufy, je suis responsable de la section du Parti communiste français, de Saint-Mitre, entre autres. Et je suis venu à cette réunion parce qu'effectivement, vous l'avez bien compris, avec les différents exposés qu'on a eus, cette question du collage, elle est très grave quand même. Parce que ce qui est derrière, c'est la question de la privatisation. Au même titre que l'ensemble des services publics, on veut privatiser l'école. Ça, ici, je pense que tout le monde l'a bien compris. Mais ce qui est grave aussi, c'est que Madame le maire, elle est très déterminée dans cette bataille-là, puisqu'elle avait un premier projet, vous vous en rappelez sans doute, à la zone de l'Anglon, projet que nous avons combattu très rapidement pour dire que non seulement on était contre les collages privés, mais qu'en plus construire un collage au bord de la 4 voies qui est très accidentogène, c'était un double problème et qu'on avait toutes les raisons de s'opposer à ça. Donc ce qui veut dire que je ne suis pas défaitiste parce que je crois qu'on va la gagner cette bataille. Mais quand même, ça veut dire que même si en bas, pour l'instant, c'est un peu compromis ou ça la retarde, le maire de Martigues a expliqué pourquoi, elle risque de nous balader comme ça et de le faire ailleurs, son projet. Donc il faut réellement qu'on arrive à mobiliser les habitants pour effectivement donner les éléments qui nous ont été apportés ce soir et expliquer que personne n'a intérêt à ce que et les collages des autres villes soient déshabillés, et ce que, y compris, on fasse ici, même si j'ai beaucoup de respect pour les habitants qui ont envie d'une meilleure condition, paraît-il, d'éducation, on n'est pas d'accord pour que l'argent public serve à ça. D'autant plus que on se bat, nous, depuis des années, c'est pas un secret, pour empêcher la casse des services publics. On a fait signer des pétitions contre la fermeture de la poste, on a fait tout ce qui se passe dans le secteur que vous connaissez, contre la casse des sécurités sociales. Aujourd'hui, on le voit, c'est bien réel. Hein. Port-de-Bouc est fermé pour travaux, on envoie les gens à Gardanne ou à Marignane, etc., etc. Et ça, voilà, c'est un projet d'ensemble, donc battons-nous ensemble. Merci. Merci, bonjour. Frédéric, je suis de Martigues aussi. Je suis conseiller municipal à Martigues. Je voulais intervenir sur un tout petit
prendre cette question par une toute petite fenêtre parce que je sais que c'est très très vague, il y a plein de choses qui ont été dites. Non, avant je voulais élargir un petit truc. On a beaucoup parlé de la mixité sociale, c'est très important pour le vivre ensemble. Et je voudrais aussi qu'on parle de la mixité scolaire parce que c'est aussi quelque chose qu'on entend moins souvent. Mais l'école pour tous, c'est aussi de mettre sur la même bande d'école effectivement des gosses d'ouvriers, des gosses de plus riches ou des gosses qui ont des cultures différentes, mais aussi des enfants qui travaillent plus ou moins bien et c'est fait partie aussi de la richesse d'une classe, quoi. Par ailleurs, je suis enseignant aussi. Je voulais prendre cette question sur ce que ça dit, cette question du collège privé, sur les réalités politiques dans la classe politique qu'on a aujourd'hui. Parce que tout à l'heure, Gabi a dit on m'a traité d'idéologue. Moi, franchement, je trouve que c'est plutôt bien. Moi, je l'aurais bien pris à sa place parce qu'on partage une même idéologie. Moi, c'est le communisme et lui aussi, je le sais. Donc, on a plutôt à en être fier. Moi, c'est une idéologie qu'on poursuit. Et quand on est de cette culture politique, on a le droit de parler du vivre ensemble et de la laïcité. Parce que justement, on défend une école où tout le monde peut vivre ensemble et grandir ensemble. Sauf que quand en conseil municipal, on a parlé de cette question du collège privé, et il s'est trouvé que tout le reste de la classe politique était plutôt favorable à ce collège privé. Et moi, je suis élu depuis pas longtemps, hein, ça m'a dit beaucoup sur ce que c'est, sur les réalités politiques. C'est-à-dire que, y compris mes camarades du Parti Socialiste, ceux d'En Marche, et toute la droite, l'extrême droite, se sont tous dit OK pour le collège privé au nom de la liberté, au nom de chacun avait au nom de quelque chose. Mais finalement, il n'y a que le groupe des fronts de gauche, communistes, insoumis, qui s'y sont opposés. Voilà, moi je tenais à le dire parce que ça dit sur les réalités politiques aussi. Et moi, à partir d'aujourd'hui, honnêtement, enfin je dis ça très gentiment, hein, mais ceux qui sont favorables à un collège privé, pourquoi pas, ils partagent juste pas la même idéologie que moi, mais je trouve ça hypocrite de leur part, après, de parler de laïcité ou de vivre ensemble. C'est pas, je suis personne pour leur dénier le droit de le faire, mais en tout cas, il faut qu'ils sachent qu'ils le font avec une certaine forme d'hypocrisie. À la rigueur, j'aurais tendance à dire... peut-être ceux du Front National, c'est moins hypocrite, quoi, parce que je sais que Ravier l'avait dit sur RTL, moi le vivre ensemble, je m'en tamponne, je sais plus comment il avait dit, le vivre ensemble, je m'en fous. Bon, au moins c'est clair, quoi, voilà, lui il s'en fout, ok, exit. Mais les autres, ils ont toujours tendance à parler de vivre ensemble, laïcité, blablabla, dès qu'ils le peuvent, ils le mettent à toutes les sauces dans leurs phrases, mais il faut aussi le mettre en acte, et en acte, aujourd'hui, si on est pour le vivre ensemble et pour la laïcité, on est contre ce projet. Pardon. Oui, bonjour à vous tous. Donc, Anastasio Agapidis, donc je suis de Martigues. Si je suis venu, c'est bon. Je voulais avoir des éléments un peu plus de compréhension de ce fameux dossier. Donc, je remercie tous les intervenants précédents qui ont apporté ces éléments-là. Mais je remercie aussi Gabi Charroux parce que il ne s'est pas posé en idéologue. Il nous a apporté des faits concrets sur ce qui se passe réellement. Et c'est bien de sa part, parce que, bon, vu sa position, il était bien qu'il ait ce statut-là. Mais moi, je vais me poser en idéologue, mais vraiment. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec cette école privée, on est dans l'idéologie pure et dure. C'est-à-dire quel type de société on veut. Voilà. Et je pense que comme le disait le monsieur là, de la libre pensée, enfin, etc. Après, tout ce qui est confessionnal, enfin, etc., ce ne sont que des moyens, que des outils pour mettre le coin dans une brèche et amener l'ensemble de notre société vers une société marchande. Voilà. Donc on est vraiment dans l'idéologie. Et aujourd'hui, quand on parle d'idéologie, on ne peut pas non plus faire abstraction que pour qu'une idéologie, elle fonctionne, il y ait de la manipulation. Voilà, donc on va manipuler les gens, et c'est ce qu'on fait depuis des décennies, d'accord, sur le fait de l'acceptation de certaines, je dirais, restrictions, contraintes, diminution de budget au nom de la dette, etc., etc. Aujourd'hui, c'est l'éducation nationale. Il faut être clair, l'éducation nationale, aujourd'hui, est un enjeu majeur, je veux dire, pour ceux qui ont envie de faire du pognon avec ce service-là. Et il faut qu'on ait conscience de ça. C'est qu'est-ce qu'on veut pour le futur de nos générations. Moi, je suis partisan d'une idéologie. C'est celle du bien commun et c'est celle des services publics. C'est rien d'autre. Je ne parle même pas de communistes, de socialistes. C'est même pas ça mon idée à moi. Mon idée, c'est ayons un bien commun. Défendons ce bien commun que l'on a, d'accord, et soyons vigilants à toutes les manipulations
et toutes les idéologies qui nous détournent de ça. Et je pense que depuis des décennies, et aujourd'hui particulièrement avec ce nouveau gouvernement, on est en plein dedans. Parce qu'alors lui, il ne se prive pas d'utiliser tous les moyens qu'il a pour arriver à ses fins, c'est-à-dire destruction des services publics, et ce qui était de l'ordre du public, le passer dans le privé. Voilà, merci. Est-ce que quelqu'un veut la parole? Monique Hulpa, donc j'habite aussi Martigues. Ce que je voulais exprimer, c'est qu'il faut qu'on soutienne l'éducation nationale au plan national, mais aussi ici, parce qu'aujourd'hui, elle est quand même dans un état assez dégradé. Enfin, je pense que les enseignants qui sont présents aujourd'hui ne diront pas le contraire, et que malheureusement, pour compléter ce que dit Anastasio, pour tuer son chien, on l'accuse d'abord de la rage. Et ce qui amène les gens à se retirer peu à peu des fois du public. On a commencé avec les rythmes scolaires, et je vous rappelle que le privé n'y était pas tenu. Donc les rythmes scolaires, c'était dans le primaire. Ça a désorganisé complètement la vie des familles, des enfants. Mais le privé en était exempté comme par hasard. Donc à ce moment-là, il y a eu déjà une fuite vers le privé. Et nous, on l'a vu, enfin là où je travaille, c'est exactement ce qui s'est passé. Les collèges, on sait très bien qu'il y a de grosses difficultés parce que la société se dégrade peu à peu, avec la pauvreté, avec les difficultés sociales des gens, avec le chômage, et que les élèves qui sont là-dedans ne sont pas faciles. Et Anastasio pourra en témoigner, puisqu'il a été pion dans des collèges de Martigues, et il sait très bien aussi comment ça s'est passé. Donc on doit être vigilant à la qualité de notre enseignement et de nos services publics d'éducation nationale. Et c'est peut-être là aussi que les gens après feront la différence. Aujourd'hui, ils vont peut-être vers le privé par défaut. Mais en tout cas, nous, on doit avoir une démarche, je pense, de soutien et de demande beaucoup plus forte pour qu'un service public redevienne celui de l'égalité des chances et celui qui convient à la totalité de nos élèves, quoi, de nos enfants. Bonjour, Nani Belland de Martigues. Moi, je tiens à remercier les camarades de Saint-Mitre qui ont organisé cette réunion parce que ça a l'air... on pouvait se dire, mon Dieu, fin juin, un dimanche après-midi, c'est un peu cavalier ou un peu, je sais pas moi, staccanoviste. Mais il fallait la faire, cette réunion, parce que je pense qu'à la rentrée, on va être en ordre de bataille. Là, on a un très beau collectif quand même. On a des politiques, les insoumis, il y a Fred qui a parlé pour le PCF, si j'ai bien compris. Il y a des syndicats, les syndicats concernés par l'école. Il y a aussi des associations. On pourrait encore l'élargir davantage. Je suis persuadée que, par exemple, une organisation comme la LDH, qui tient à ce droit, qui est le droit à l'éducation et au service public, ferait partie. Donc on a un très bon départ d'un collectif qui, à la rentrée, peut se révéler prêt à démarrer une bataille qui doit être victorieuse, parce qu'on ne peut pas laisser faire une chose pareille. Et je crois qu'on a les forces pour l'empêcher. Donc voilà, je voulais donner ce remerciement aux camarades de Saint-Mitre qui ont initié ce mouvement. Et puis rendez-vous à la rentrée, parce que bon, quand même en juillet et août, on va prendre un peu de vacances, mais à la rentrée, on sera en pleine forme pour gagner. Alors, comme je suis Saint-Mitréenne, je prends la parole. Ça permettra d'améliorer, d'élargir un peu le débat. J'ai été responsable FCPE pendant des années sur Saint-Mitre et Istres. Mes filles ont été à Daudet. J'en suis extrêmement satisfaite. Elles ont fait une scolarité correcte, normale, comme un certain nombre d'écoliers de Saint-Mitre. Moi, je n'oublie pas qu'à Istres, il y a un collège qui doit se créer, que si Daudet se désemplit, ça remet en cause la création de ce collège. Et si on se préoccupe de la situation de Martigues, il faut aussi se préoccuper de la situation d'Istres, et que cette histoire de collège privé, ça fait des lustres qu'on nous en rabat les oreilles. Depuis que les élèves de Saint-Mitre ne vont plus aux heures claires,
il a toujours été question de faire un collège privé pour Saint-Mitre. Alors, la réaction de Mme Alifat, c'est de dire « j'ai demandé un collège public, on me l'a refusé, donc je demande un collège privé ». Mais c'est quelque chose qui a au moins 20 ans d'existence, si je ne me trompe pas dans les dates. En tout cas, ce que j'avais apprécié à Daudet, c'est ce que Frédéric disait, c'est le vivre ensemble. Il y avait une équipe pédagogique qui cultivait ce vivre ensemble, et je trouve que vraiment, c'est des valeurs qui sont à cultiver aujourd'hui. Oui, Thierry Salaris, je suis enseignant au lycée Arthur Rimbaud à Istres. Donc, je voulais apporter un éclairage un petit peu semblable à ce que tu viens de dire. Au lycée Rimbaud, ça fait des années qu'on nous dit on a de la chance, on n'a pas de privé en face. C'est une chance apparemment. Mais attention, parce que ça risque d'arriver un jour, donc en gros c'est le grand méchant loup, attention, il va falloir donc faire de l'autoremplacement, il va falloir s'adapter à certaines consignes, être entre guillemets plus flexible, comprenez, plus malléable. C'est en gros la menace que l'on fait planer depuis des années aux enseignants du lycée Rimbaud. Alors, il ne faut pas croire que le collège qui se construirait sur Saint-Mitre ne serait qu'un collège. On sait très bien qu'ensuite, ça sera un lycée. Et ça sert d'alibi à différents chefs d'établissement pour dire, pour mettre en place des politiques que je qualifierais néolibérales et qui visent à plus de flexibilité et à remettre en cause aussi, c'est ce que l'on voit actuellement, je vais le dire très franchement puisque la personne ne s'en cache pas, on a affaire à une chef d'établissement qui milite pour La République En Marche, c'est une autorité publique donc je le dis, et ça il faudra peut-être couper au montage, mais la politique qui est appliquée c'est celle de venir à bout en gros des plus faibles, c'est-à-dire les élèves qui ont besoin d'un PAP, c'est-à-dire d'une adaptation des études parce qu'ils ont des problèmes de santé, problèmes psychologiques, etc. On essaie de s'en débarrasser. Les élèves qui commencent à décrocher, on ne va pas les chercher. Non. Il faut qu'ils décrochent comme ça, au moins un petit peu plus. On aura peut-être de meilleurs résultats au baccalauréat et puis on ne perd pas de temps avec ça. Ce qui compte, c'est cette politique-là. Donc on est en pleine remise en cause, en effet, du vivre ensemble dont plusieurs intervenants ont parlé. Et c'est quelque chose sur lequel il faut être très très vigilant et je suis très content que l'on soit quelques-uns ce soir à en parler. Je pourrais quand même, s'il vous plaît, moi je vais dire un petit mot quand même, parce que moi ça me concerne aussi, parce que mes enfants ils sont allés au collège Daudet à Istres, et puis on peut dire ce qu'il y a, parce qu'il y a des gens qui ont dit il y a des racailles, il y a ci, il y a là. Moi mes enfants ils ont bien travaillé, ils ont réussi, et je suis fier d'eux, voilà, simplement. Merci Michel. Si vous n'avez plus d'intervention en fait, dans l'immédiat, peut-être donner la parole aux responsables syndicaux qui sont venus et qui sont donc spécialistes de l'éducation, donc avoir un petit peu leur son de cloche, ça me paraît intéressant. Voilà, Julie Bodino pour la FSU, pour commencer. Bonsoir. Un certain nombre de choses ont été dites. Peut-être moi j'aimerais souligner le fait qu'on ne joue pas du tout dans la même catégorie. Par exemple, quand il s'agit d'appliquer des réformes, nous on le fait, même si parfois on n'aimerait pas le faire, on applique in fine. Alors que dans le privé, par exemple, que ce soit les rythmes scolaires, que ce soit l'enseignement pluridisciplinaire avec la réforme du collège, que ce soit par exemple les pédagogies du tout cours magistral au lycée, ça c'est les pratiques du privé, quoi. Et alors que nous, on est plutôt sur l'application des réformes, eux n'en ont rien à faire. Donc le texte qui devrait être notre référence commune à tous, qui est les programmes, en réalité c'est pas du tout notre référence commune. L'autre chose, c'est aussi que moi je travaille dans un lycée à Marseille où la concurrence avec le privé est très forte. Et donc, en terminale, on voit un certain nombre d'élèves arriver, combler nos classes parce que le privé n'en veut plus. Le privé ne veut pas qu'ils viennent échouer au bac dans leurs établissements, donc ils nous envoient leurs élèves.
Et le copain qui était là la dernière fois du collège Matraja, lui disait qu'il y a une 3e supplémentaire au collège Matraja parce qu'il récupère les élèves qui sont renvoyés du collège Sainte-Marie à l'issue de la 4e parce qu'ils sont susceptibles de ne pas réussir le brevet. Donc voilà. Donc Stéphane Robineau pour Sud Éducation. J'appuierai moi sur l'idée de la marchandisation de l'école. Donc il y a eu l'aspect laïcité qui a été abordé de manière magistrale. Pour ce qui est de la marchandisation de l'école, c'est une réalité pas que au niveau local, mais au niveau européen, en l'occurrence, qui est déclinée au niveau français par les politiques Macron, mais avant, ça fait déjà 15 ans que c'est en marche, au sens propre du terme, mais bien avant en marche, justement. Donc ces destructions, ça vient notamment d'une volonté de privatiser l'école. Et donc un moyen de privatiser l'école, c'est utiliser l'école confessionnelle, qui est déjà bien implantée en France. Et par ailleurs, ça n'est pas que le seul moyen, puisqu'il y a aussi des écoles purement privées qui ne sont pas confessionnelles et pour lesquelles on les combat aussi. Parce que nous, on est à Sud Éducation pour une école publique et uniquement une école publique, qu'elle soit et absolument pas une école privée. Donc on est très attaché à la défense des services publics. On peut aussi noter que les services publics sont attaqués partout. Il y a la SNCF en ce moment qui est bien attaquée, qui risque, si ça continue même, d'être détruite, enfin, en tant que service public. Donc on sait ce que donnent les services publics, justement le privé dans le rail en Angleterre par exemple. On sait que l'éducation c'est le futur, enfin c'est le prochain gros boulot quoi, de destruction, ce sera l'éducation. Ça a déjà commencé, mais ça va continuer et de manière accélérée. Dans l'éducation par exemple, et dans les fonctionnaires de manière générale, on va vers une casse des statuts, comme il y a eu la casse des statuts chez les cheminots. Et cette casse des statuts risque de poser de graves problèmes aussi dans l'éducation. Je vais arrêter là. Donc, oui, alors je travaille aussi dans l'éducation nationale. Je ne suis pas enseignante, donc je ne suis pas du tout spécialiste des questions d'enseignement. Par contre, je suis à la CGT, Éducation, et je suis aussi secrétaire générale adjointe de l'Union locale CGT de Martigues. Et la clé de voûte de c'est quand même la défense des services publics, qu'ils soient de l'éducation, qu'ils soient de la santé, qu'ils soient les territoriaux, etc. Donc, ou du déplacement, et même de revendiquer des services publics, des créations de services publics comme le service public de l'énergie, hein, parce qu'on pense que tout ce qui est vital, ça doit être accessible à n'importe quel citoyen sur tout le territoire. Parce que c'est ça aussi les services publics, défendre les services publics, c'est permettre que tout soit accessible à n'importe qui, à tout le monde, sans choix. Pas ceux qui ont de l'argent, voilà. Donc c'est très important pour nous. Et à ce titre-là, on est quand même mal barré en France, parce que ça a été dit par le monsieur qui intervenait pour la libre pensée, mais le premier chanoine de France, c'est quand même le président de la République, et que s'il avait cherché réellement à garder, à donner un poids supplémentaire à l'éducation nationale
et également à la place de la République, au lieu de nous balancer qu'il faut l'afficher dans les halls d'entrée des établissements scolaires, s'il avait vraiment voulu donner une place particulière à la République, il aurait déjà commencé par abolir le concordat Alsace-Moselle qui lui permet non seulement de nommer les religieux dans ces établissements, mais d'imposer l'enseignement religieux aux frais de l'État. Et c'est un coût qui est extrêmement important. Ça a des conséquences. Le positionnement de l'État français a une sacrée compétence. C'est qu'on se retrouve avec des rectorats qui mènent une politique du territoire, c'est-à-dire qui regardent quels sont les points d'enseignement, premier degré, second degré, supérieur, sur le territoire, comme si on mettait des jetons d'un jeu de dames sur un damier, et à partir du moment où sur chaque, on va dire sur une case sur deux, s'il y a un établissement, il n'y a pas besoin d'en mettre un suivant, qu'il soit privé ou public, ils s'en foutent. Ils le financent au même niveau, au même niveau d'enseignement. Après, ceux qui ne financent pas, effectivement, c'est un peu le ménage des locaux, c'est un petit peu les infirmières, ils n'en mettent pas, c'est très peu les administratifs. Et d'ailleurs, il y a la loi Carle qui, en 2005, est venue suppléer à la carence au financement de l'entretien, etc. C'est-à-dire qui impose aux collectivités territoriales de verser à part égale, c'est-à-dire la même part financière qu'on verse pour un élève scolarisé dans le public, on est obligé de le verser pour un élève scolarisé dans le privé, même s'il n'est pas scolarisé sur sa propre commune. C'est-à-dire qu'un élève de Martigues qui ira à Sainte-Marie ou qui viendra à Saint-Mitre, la collectivité est obligée de financer sa scolarité. C'est-à-dire en gros, alors je ne vais pas vous détailler tout ce qui est pris en charge, ça fait un certain montant et ça permet justement de payer l'entretien des locaux, etc. Donc les lois sont très bien faites pour que le privé prenne bien la place du public. Et moi, ce qui me désole, c'est qu'en fait, et c'est pas nouveau, Saint-Mitre-les-Remparts est une commune très particulière. C'est que pendant des années, elle a cultivé l'entre-soi. C'était une des rares communes du département qui luttait pour ne pas avoir de logements sociaux. Parce qu'on avait peur que des pauvres viennent s'installer à Saint-Mitre. On ne se mélangeait pas à Saint-Mitre. Et ce relent un peu nauséabond, il revient très fort avec cette lutte pour avoir un collège privé. Et voilà, moi je trouve ça assez détestable. Ça crée quoi, Fred l'a dit, ça crée, on mise tout sur l'élitisme, sur le fait qu'il y a des enfants meilleurs que d'autres qui ont droit et pas d'autres. Moi, je contrecarre un petit peu cette idée que quand on va m'imposer le savoir dicté par une paroisse X ou Y, on va me rendre intelligent. Je pense qu'on va me formater pour que j'ai qu'une seule pensée. Par contre, moi, dans l'établissement REP où j'ai travaillé avec Anastasio, je veux dire, on rend les enfants intelligents. On leur apprend à penser par eux-mêmes. On leur donne les moyens d'avoir un avis critique. Ça devient des citoyens. Alors, c'est pas facile de faire comme ça. C'est plus facile de dire à quelqu'un, tu as 10 pages à apprendre par cœur et à réciter. Ça, c'est facile à la rigueur. Il suffit de travailler un petit peu la mémoire. Par contre, demander à un gamin d'analyser une situation, de se projeter sur son propre bonheur, parce que moi, quand ils me disent « il faut que je travaille bien pour avoir un métier plus tard », je leur dis « c'est pas vrai. Il faut que tu travailles bien pour être libre et heureux. Déjà, on aura fait un grand pas. » Voilà. Voilà. Moi, je pense que l'école publique rend les gamins intelligents, les rend tous intelligents, leur donne à tous les moyens d'être responsables de leur bonheur. Voilà. Ce n'est pas le cas de l'école privée. J'en veux donc au rectorat qui va... S'il finance un établissement sur Saint-Mitre, alors on est très en danger sur Martigues, parce que vous savez, les quartiers les plus près de Saint-Mitre qui sont sur l'Escaillon, etc., donc des quartiers très résidentiels avec vous savez, on vous demande toujours la catégorie socio-professionnelle quand vous rentrez dans un établissement scolaire. Donc dans ce quartier-là, on est sur des catégories un petit peu des cadres, d'accord, avec une accession à la propriété qui est assez importante. Ces élèves-là sont scolarisés sur le collège Honoré-Daumier de Croix-Sainte pour favoriser une mixité sociale. Alors déjà, il y a une petite fuite sur Sainte-Marie parce qu'ils ne veulent pas tous aller là-bas. De la même manière que ceux qui sont sur mon secteur, il y en a quelques-uns aussi qui vont sur Sainte-Marie parce qu'ils ne veulent pas être mélangés avec la ZUP, enfin Notre-Dame-des-Marins, ou avec Canto-Perdrix, les 80, d'accord. Pourtant, je trouve que c'est un collège très sympa où il fait bon apprendre. Et où on est bien ensemble, justement, on crée une identité du collège qui est multicolore et qui est fabuleuse, quoi. Et
Voilà, d'ailleurs, on a une belle journée des talents ce mardi, c'est-à-dire tout le monde est à la page, quoi. Et donc, si on crée cette entité à Saint-Mitre, cette entité privée, ces élèves-là qui étaient générateurs de mixité scolaire, c'est facile pour eux, ils sont plus près de Saint-Mitre que de Croix-Sainte. Mon collège, Marcel Pagnol, qui doit être reconstruit, il y a 450 élèves, on le construit pour 600 élèves. Ça veut dire qu'on peut récupérer une petite partie de ce qui va rester à Honoré-Daumier et fermer un collège de plus. C'est-à-dire qu'on va finir par se retrouver avec des établissements d'enseignement privé plus grands que les établissements d'enseignement public, avec de meilleurs financements, avec des missions qui ne financeront pas, donc de l'argent en plus pour faire autre chose, ça effectivement. D'accord ? Enfin, j'ai pas notion d'un seul collège privé ou d'un seul lycée privé à Marseille qui a une infirmière. C'est les premiers postes qu'ils ont fait sauter. Et pourtant, je vous assure que quand moi je suis pas dans mon établissement, les élèves comme les enseignants me disent que je manque. D'accord ? En tant qu'infirmière, je manque. Voilà. Les CPE, c'est aussi les premiers postes qui font sauter. Hein. Un petit recteur ou censeur, je ne sais pas comment il appelle, ou responsable de, je ne sais plus comment il appelle, ou surveillant général, enfin un équivalent comme ça suffit, quoi. Je veux dire, on perd la partie éducative, pédagogique du CPE, hein. C'est celui qui va mettre les sanctions et puis c'est tout. Voilà. Donc on perd pas mal de choses dans l'enseignement privé et surtout, on va faire miroiter à des enfants qui vont être dans ces établissements en compétition avec tous les autres, hein, du même niveau, que ça va être la solution pour qu'ils s'en sortent. Moi, une fois qu'ils vont ressortir dans la société, qu'ils vont se remélanger avec les autres, je leur souhaite bien du courage. Parce qu'ils ne vont pas être préparés à croiser des gens, à leur dire bonjour et à les regarder avec un regard bienveillant en se disant « je vais apprendre de lui parce qu'il est différent de moi ». Voilà. C'est des gens qui sont reclus sur eux. Et c'est un petit peu gênant parce qu'à Saint-Mitre, il y a des précédents. Voilà. Sans haine, sans armes et sans violence, de résistance en désobéissance,